Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence du CITEM consacrée tourisme, attractivité, les nouvelles approches de communication pour un tourisme durable. Merci d'être là sur la pause déjeuner, on va dire ça comme ça. Alors moi j'avais une expression dans une école dans laquelle je suis passé, on disait la faim est un état d'esprit, enfin faim F-A-I-M, vous avez compris. Donc voilà, je vous souhaite une bonne faim. Voilà. Je suis Vincent Golin et je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence consacrée finalement au sujet qui s'est affiché à l'écran sur les nouvelles approches de communication pour un tourisme durable. On a plusieurs questions à traiter avec les intervenants que je vais vous présenter jusqu'après. Comment concilier finalement attractivité, qui est, vous le savez, une capacité à attirer sur un territoire ou dans un lieu précis, ça peut être des visiteurs, ça peut être des entreprises, ça peut être toutes des formes d'investissement. Donc comment on concilie attractivité et responsabilité environnementale à l'heure du tourisme durable. Donc on peut y avoir une certaine tension, on parle beaucoup de démarketing, de surfréquentation et en même temps de besoin de régénération d'espaces naturels, mais aussi quelquefois de besoin d'emploi, etc. Donc comment on arrive à concilier attractivité et tourisme durable? Qu'est-ce que ça veut dire en fait le tourisme durable? On verra un petit peu là-dessus. Quelles actions en fait les acteurs locaux peuvent-ils mener pour produire une offre qui s'inscrivent dans une perspective de tourisme durable, mais aussi quelles sont les actions qu'ils peuvent mener en termes de communication pour être sur ce chemin de crête entre finalement une attractivité qui soit raisonnable, qui ne soit pas trop forte pour pas générer d'effets négatifs, mais qui soit suffisante pour générer aussi des effets positifs sur les territoires en termes de retombées, par exemple. Et puis, on ne va pas rester sur les exemples de nos intervenants, mais on ira aussi essayer de s'inspirer sur ce que font les autres en termes de communication responsable pour un tourisme durable. Alors, j'ai dit on, nous, etc. Qui sont autour de moi? Les noms apparaissent à l'écran. On a à ma gauche et donc à votre droite Marie Lescour. Marie est directrice de la communication et des partenariats au réseau des grands gîtes de France. À ma droite, votre gauche, Brice Dution, c'est le grand site de France. Ah là là, heureusement que tu es là. Mais t'as pas changé de poste encore? Grand site de France. C'est bien, vous suivez. Brice Dution, président et fondateur des Nouveaux Voyages Extraordinaires. Et puis, vous avez Jules Blosser, qui est vidéaste, photographe et cofondateur du site explorelemonde.com, avec Marine Arbouis, qui n'est pas en tribune, mais qui est dans la salle et que vous pourrez saluer évidemment à l'issue de cette conférence. Voilà, ils sont parmi nous. Je vais me tourner tout de suite vers Brice pour ma première question. Alors toi, Brice, on se connaît depuis longtemps, tu es un expert du tourisme et plus particulièrement du tourisme durable. On a eu pas mal de débats dans la préparation de cette conférence pour c'est quoi finalement le tourisme durable et puis surtout c'est quoi un touriste durable? Est-ce qu'on peut les caractériser? Est-ce que c'est une nouvelle forme de touriste ou est-ce que c'est juste une approche marketing? D'abord, Vincent, je te remercie de me dire que je suis un expert. Plus le temps passe, moi je me trouve expert, donc je vais quand même essayer de donner quelques idées que j'ai à cette noble assemblée. D'abord, je vais commencer par un paradoxe, parce que c'est toujours intéressant d'analyser un peu les situations que l'on vit. Et le paradoxe le plus contemporain, c'est celui qu'on a vécu en 2024, puisque vous avez toutes et tous lu que le tourisme en France était formidable. On a accueilli 100 millions de visiteurs internationaux, donc c'était un grand succès pour le tourisme en France. On parlera des impacts économiques juste après. Mais d'un autre côté, on veut devenir la première destination mondiale en termes de tourisme durable. Donc le petit paradoxe qui m'est agréable de souligner devant vous à cette heure normalement à laquelle vous avez toutes et tous faim, c'est de vous dire qu'on a une culture encore en France quantitative du tourisme, de l'économie globalement, alors qu'il faudrait plutôt aller vers une culture qualitative, c'est-à-dire faire moins de visiteurs, mais mieux de visiteurs. Ça, c'est le petit paradoxe. On en reparlera, bien entendu. Alors, qu'est-ce que le tourisme durable? Je ne vais pas m'essayer à définir, parce qu'il y en a autant qu'il y a d'experts, de l'ONU aux enseignants, des bureaux de conseil aux élus, parce que parfois il arrive aussi que les élus aient des idées, donc je ne m'aventurerai pas à donner une définition. Simplement, vous dire qu'il y a toujours des piliers, bien sûr, à la durabilité,
Vous avez des piliers qui sont forcément économiques, des piliers sociaux et des piliers environnementaux. Et sur ces 3 piliers, bien sûr, ensuite, on fait un certain nombre d'analyses en fonction de critères. Je ne vais pas non plus décliner tous les critères qu'on peut rencontrer parce que ce serait un peu fastidieux. Ceci étant, vous dire qu'il y a 5 ans, en 2020, on vivait une période formidable où plein de gens, des experts ou pas, imaginaient le monde d'après. Et le monde d'après, il était forcément durable, il était forcément sans avion, et il était forcément éminemment vertueux. Et en 2024 et en 2025, le monde d'après ressemble sacrément au monde d'avant, et toutes les statistiques, peu importe la façon dont on les mesure, en 2024 montrent que la fréquentation touristique a dépassé, que ce soit en termes de flux aériens, en termes de visiteurs internationaux ou nationaux, a dépassé les statistiques de 2019. Donc on est revenu, dans le fond, sur une économie, parce que le tourisme est d'abord une économie, qui a des invariants. Et le premier invariant que vous connaissez, j'imagine bien, et je salue mon ami Jean-Michel qui est dans la salle, en gros, un doublement de l'économie mondiale par décennie. Donc ça, c'est une caractéristique majeure. Et quand on parle de durabilité, il y a d'abord la question de la soutenabilité. Donc c'est le premier point dont je veux vous parler, puisque dans les années 90, avec le sommet de la Terre de Rio, l'Agenda 21, plein d'experts, dont j'étais jeune, mais j'ai pas mal réfléchi à l'époque sur le sujet, on a choisi le terme durabilité en France, et moi je préfère celui de soutenabilité, qui démontre que l'économie dont on parle est soutenable à la fois pour les écosystèmes, c'est-à-dire la partie la plus naturelle et la biodiversité. On voit que l'actualité montre que le tourisme contribue à la dégradation de la biodiversité, mais aussi soutenable en termes sociaux. Et c'est la deuxième idée dont je veux vous parler, parce que si tu me poses plein de questions, je vais être un peu long. Vous dire que, dans le fond, de la durabilité uniquement avec des indicateurs, les émissions de CO2, l'empreinte carbone, etc., je ne vais pas tout vous décliner parce que ça serait un peu long et un peu fastidieux, mais bien sûr, c'est central. On est passé aujourd'hui à une autre logique, et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention dans un premier temps, puisque le tourisme est d'abord aujourd'hui considéré comme un engagement des professionnels, et on appelle ça une responsabilité sociale et environnementale, ou sociétale et environnementale, la fameuse RSE. Et aujourd'hui, dans une approche beaucoup plus territorialisée, prenant en compte notamment la question des ressources naturelles, l'eau, l'énergie, les déchets, etc., on est dans une appréhension davantage de responsabilité territoriale et environnementale, donc RTE. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le principal défi en termes, disons, de soutenabilité du tourisme. Comment faire pour qu'un territoire et une destination soient, bien sûr, socialement acceptables, socialement responsables, mais surtout d'un point de vue de territoire, c'est-à-dire on va faire appel aux ressources d'un territoire. Et c'est là les questions fondamentales en termes de durabilité ou soutenabilité. Les ressources, c'est bien sûr les ressources naturelles que vous avez toutes et tous à l'esprit, mais de plus en plus, les ressources humaines, et c'est aujourd'hui le principal enjeu, on va y revenir en termes de communication, puisque en gros, en 10 ou 20 ans, la communication est passée des espaces naturels avec des photos de nature à aujourd'hui une communication beaucoup plus axée sur l'humain dans les destinations. Et on considère que, et c'est le lien avec le CITEM, la culture dans les destinations, c'est d'abord et avant tout les savoir-faire des habitants et l'ensemble des patrimoines de ces savoir-faire. Voilà, donc on assiste quand même à une sacrée mutation. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ce serait vu, cher Vincent, tu m'aurais posé la même question, je t'aurais dit indicateur, indicateur. Aujourd'hui, je te dis davantage, on pourrait en parler des indicateurs, parce qu'il y a des choses intéressantes avec des start-up, murmurations et autres, mais vous avez aujourd'hui ce principe de la responsabilité territoriale qui doit être intégré dans toutes les démarches de marketing territorial et bien sûr, puisque c'est le sujet aussi de notre conférence, des supports de communication qui doivent intégrer ces prérogatives qui me semblent être assez nouvelles. Si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est que finalement... J'ai pas été clair. Ah si, mais justement, j'essaie d'avoir une voie de synthèse là-dessus. C'est que tu nous dis l'attractivité, c'est bien,
je traduis avec mes mots, mais en même temps, il faut avoir une responsabilité territoriale que tu déclines sur deux choses finalement, acceptabilité sociale et sociétale, y compris des populations par rapport, finalement, on peut avoir une possibilité de fréquentation supérieure, mais finalement, les populations ne le veulent pas. C'est aussi ça l'acceptabilité. Et puis la responsabilité environnementale, donc la soutenabilité, on pourrait dire, hein, là, pour le coup, par rapport à des critères qui peuvent être des critères environnementaux. Donc ça, et que tu dis, finalement, c'est à l'échelle territoriale que ça se passe, donc il y a une notion de structuration d'une offre, on va dire ça comme ça, entre pouvoir public, pouvoir privé, pour travailler là-dessus. Mais tu n'as pas répondu à ma question, finalement. Est-ce qu'on peut parler de touristes durables? Alors, c'est le deuxième sujet, je te remercie de voilà. me relancer, mais je pense que ce petit préambule était nécessaire pour préciser le cadre, en tout cas, non pas de ma démonstration, mais de ma pensée, de ce que je voulais vous dire. Le deuxième sujet, bien sûr, au-delà de l'offre, on dit toujours que le tourisme est une économie de l'offre. Moi, je pense de plus en plus que le tourisme, y compris d'ailleurs le tourisme culturel, c'est une économie de la responsabilité de celles et ceux qui la pratiquent, cette économie. Et quand on parle de touristes responsables, bien entendu, alors je vais vous donner à la fois la part lumineuse et la part d'ombre. La part lumineuse, oui, il y a un fort engagement, un fort engouement de la part des touristes, en tout cas de certains des touristes, pour pratiquer du tourisme peut-être un peu plus vertueux. Ceci étant, je vous ai donné un peu les statistiques du transport aérien, je pourrais vous donner d'autres statistiques, celle de la consommation moyenne d'eau dans les destinations touristiques françaises. Avant et après la période notamment estivale, en moyenne, ça double ou ça triple la consommation d'eau. Donc ça veut dire que vous avez une empreinte environnementale forte sur les ressources naturelles. Mais aujourd'hui, vous avez une petite minorité de touristes particulièrement sensibles à la question de la durabilité et de la soutenabilité. Et j'ai trouvé une petite enquête il y a quelques semaines lancée par une grande chaîne d'hôtellerie de plein air. On appelle l'hôtellerie de plein air les campings, mais c'est plus chic en français de dire l'hôtellerie de plein air. Et là, petite enquête auprès de plusieurs milliers d'estivants qui ont passé tout ou partie de leur séjour dans cette chaîne d'hôtellerie de plein air. 80% des pratiquants de l'hôtellerie de plein air disent ne pas s'intéresser à la durabilité de leur séjour. Donc ça veut dire que, et c'est le petit élément que je veux souligner, alors ça n'est pas une vérité absolue, mais ceci étant, il faut éviter l'entre-soi. Vous savez, moi j'accompagne plein de collectivités, les élus sont tous convaincus d'avoir raison, les entreprises sont toutes convaincues d'avoir raison. Il est très intéressant de poser des questions aux consommateurs et de voir quelle est leur expérience du territoire. Et leur expérience du territoire, c'est l'accessibilité. Et aujourd'hui, l'accessibilité, c'est principalement encore de l'accessibilité automobile. Donc ça veut dire que ça pose un certain nombre de questions, surtout au regard de l'augmentation des tarifs du transport ferroviaire qui prive un certain nombre de visiteurs pour des raisons sordidement économiques et budgétaires de la mobilité collective. 2, c'est l'hébergement. Et vous avez plein de labels qui font de la durabilité, vous les connaissez, Clé Verte, etc., etc. Mais vous en avez d'autres qui doivent encore entamer leur mue. Et puis ensuite, c'est tout le reste de la consommation touristique, les loisirs et la culture. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, ça pose un certain nombre de questions. Quand on veut être un touriste durable, c'est un engagement personnel, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle pour devenir un vrai touriste durable. Et c'est vrai en France, mais ce sera le dernier point de mon intervention, cher Vincent, je te rassure, mais aussi au-delà des limites hexagonales. Moi, je dois dire que je suis un très mauvais consommateur, c'est-à-dire qu'en France, je me déplace en TGV, mais il se trouve que je voyage quand même encore pas mal dans le monde. J'étais il y a quelques semaines au Vietnam, et je peux vous dire que dans le monde asiatique, la question de la durabilité et de la soutenabilité ne se pose même pas. Donc ça veut dire que c'est une responsabilité d'abord dans les pays occidentaux, mais c'est encore quelque chose à partager et c'est un véritable défi à l'échelle de la planète qu'ont fait les plastiques et autres agressions et autres pressions sur l'environnement. Voilà. Donc, petite synthèse avant que tu ne la fasses. Un touriste durable, c'est quelqu'un d'engagé, bien sûr, mais encore extrêmement minoritaire,
puisque à peine, allez, on va être positif, 20% des touristes en France se disent intéressés par les questions de durabilité. Et la principale raison, c'est que quand on consomme durable, ben, on a l'impression que c'est encore plus cher que quand ça ne l'est pas. Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire aussi sur cette partie financière. Merci Brice. Tes propos rejoignent la semaine dernière, j'étais à Capcom avec un certain nombre d'autres intervenants sur les enjeux du tourisme durable. Et c'est vrai qu'avec l'ART Grand Est, par exemple, qui correspond à l'agence régionale touristique du Grand Est, ils ont déployé beaucoup de choses en faveur du tourisme durable, qu'ils ont surtout tourné vers les entreprises ou les acteurs culturels avec une éco-boussole pour que finalement les uns et les autres puissent avancer dans la structuration d'une offre un peu plus durable là-dessus. Alors, on va revenir sur ta carte. Juste simplement pour terminer, parce que je pense que le sujet vous intéresse si vous êtes là, il y a une initiative qui a été intéressante, lancée après le Covid. Vous avez 50 millions d'euros qui ont été financés pour des projets, disons, de durabilité dans le tourisme en France. Vous avez une plateforme qui a été lancée en 2024 qui s'appelle France Tourisme Durable, qui est vraiment bien faite pour tous les acteurs. C'est vrai pour l'hébergement, pour la mobilité, mais aussi pour les acteurs du monde de la culture. Et vous pouvez déjà, en saisissant cette plateforme, voir quel est votre degré de conversion à la durabilité, à la soutenabilité. Donc, je vous propose ça. Si ça vous intéresse, on en discutera en dehors, parce que je sens que Vincent est désespéré déjà sur ma non-maîtrise du temps qui m'était imparti. Ce que tu consommes maintenant, c'est comme dans la durabilité, tu ne le consommeras pas demain. Et donc, en fin de conférence, tu auras un temps d'intervention un peu plus court, mon cher Brice. Cette carte est formidable, je vous invite à la regarder. Je vous invite aussi à découvrir un deuxième outil qu'on avait présenté l'année dernière, ça s'appelle Slow Tips. Slow Tips, c'est un outil interactif qui vous permet d'accéder à des fiches pratiques. Et notamment, il y a différents univers, et notamment l'univers du milieu culturel. Donc, il y a un musée qui va représenter finalement les offres culturelles avec des salles, des sous-salles sur lesquelles vous pouvez identifier un certain nombre de bonnes pratiques validées par des professionnels. C'est une logique de pair à pair à travers une plateforme porté par un organisme public qui s'appelle l'Institut Paris Région, avec le soutien de Visit Paris Region, avec le soutien de Grand Est, etc. Tu as mis les pieds un petit peu aussi dans la logique des clientèles et tu disais, mais finalement, ne rêvons pas. On a 80% aujourd'hui des touristes qui ne se préoccupent pas de tourisme durable, de responsabilité. Ils viennent pour d'autres motifs et 20% au mieux peut-être. Et ça, c'est dans la meilleure des situations, à savoir dans les pays occidentaux développés. Donc, on va dire très optimiste en tant que tel. Mais c'est vrai qu'en tant que touriste, les gens ne se posent pas toujours la question de est-ce que je vais être durable ou pas. Ils cherchent finalement à satisfaire un besoin, une envie, une aspiration. La question, et c'est pour ça que beaucoup d'acteurs qui travaillent sur l'offre se disent mais ça sert à rien de leur dire venez pour un tourisme durable, je vais changer mes pratiques. Et finalement, le consommateur, lui, va pas le voir, le visiteur, il va simplement rentrer dans de nouvelles façons de consommer une offre culturelle, touristique et territoriale. Mais cette question, finalement, de l'expérience vécue est un point important. Et je vais me tourner vers Jules, parce que Jules, toi, tu es donc cofondateur du site explorelemonde.com. Vous avez des préoccupations très éco-responsables lorsque vous avez fondé ce site. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Quelles sont tes réflexions, tes réactions aux propos de Brice? Et puis, je sais qu'il y a quelques années, vous aviez fait une charte. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais, c'est bon, ça marche. Merci de me donner la parole. Je rejoins forcément Brice sur pas mal de thématiques. Ouais, ça a été un peu difficile, mais il a lâché le morceau. On aurait dû prévoir qu'un micro. Mais je te rejoins sur beaucoup de points, évidemment. Je pense que déjà, le tourisme durable, tu l'as un peu dit, c'est pas un mode de voyage parce que c'est une thématique assez transversale qui peut toucher tout type de touristes. Et c'est plus, moi j'ai l'habitude de dire, une continuité des valeurs qu'on a dans notre quotidien, qu'on va appliquer sur nos voyages parce qu'on va être soucieux de l'impact qu'on va créer, etc. Tu l'as dit aussi, on ne peut pas rester dans l'entre-soi, on ne peut pas rester cloisonné. Et je pense qu'il faut s'adresser aussi à ces voyageurs qui peuvent être bloqués par le côté tourisme durable en se disant non, c'est pas ma personnalité, je vais pas partir en vacances de façon durable, etc. Et puis je sais même pas ce que ça veut dire au final, parce que souvent les gens, ça va de bon sens, évidemment tout le monde pourrait vouloir être le moins impactant possible, etc. Du coup, pour s'adresser à ces gens, je pense que finalement
il faut faire du tourisme durable sans dire qu'on fait du tourisme durable. C'est les amener à avoir des comportements ou à faire des choix parce qu'ils vont avoir un gain personnel à le faire et pas par un esprit de contrainte, parce que souvent c'est ça le tourisme durable, mais comme dans l'écologie, enfin, tu as parlé des 3 piliers, c'est ça, c'est même dans la vie de tous les jours, on va avoir du mal à faire des choses si on est contraint ou limité dans ces actions-là. Par contre, si en tant que touriste, on a un gain d'expérience, de vécu, on va vouloir se diriger dans cette zone-là. J'ai une petite anecdote en tête. Il y a une dizaine d'années, on avait fait un tournage pour ATD, acteur du tourisme durable, dans la Drôme sur l'itinérance douce, valoriser l'itinérance douce. Et on s'est retrouvé avec le club de vélo local, donc un petit club de retraités, très sympa, très bon enfant. Et en expliquant le pourquoi du comment, un des adhérents nous a dit mais attendez, ça c'est un truc de Parisien, ça c'est un truc de jeunes. Là. Vous croyez que nous, depuis 30 ans, on ne fait pas du tourisme durable sans le nommer? Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai que nous, on catégorise, on donne des mots. Tu l'as dit, on ne va pas revenir sur toutes les définitions du tourisme durable ou toutes les formes, le slow tourisme, etc. Mais finalement, on peut s'adresser à ces gens sans parler de tourisme durable, en proposant de l'expérientiel, parce que ça va vachement là-dessus. Tu as parlé de l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin, il y a une quête de sens des gens aussi, d'aller rencontrer, d'aller découvrir un terroir, des savoir-faire, ce qui fait l'identité finalement d'une région. En France, on a la chance d'avoir un nombre de régions et un nombre d'identités différentes qui fait que dans le nord de la France, dans l'ouest, dans le sud, on ne va pas découvrir les mêmes choses. Et pour l'avoir expérimenté en accompagnant des groupes de voyage, notamment en Tanzanie, alors c'était des séjours engagés dans une démarche de tourisme équitable et solidaire. On s'attendait à avoir des gens, à avoir ce profil, ce personnage touriste durable. On s'attendait à avoir des gens vraiment conscients de ça. Et au final, on s'est retrouvé avec un panel représentatif un peu de la société, avec des vieux, des jeunes, avec des gens conscients, des gens pas du tout imprégnés par ces valeurs-là, toutes les classes socio-professionnelles. Donc c'était assez intéressant. C'était finalement une mini-expérience sociologique. Et ce qui est ressorti le bilan qu'on a fait, c'est que 100% des voyageurs qui ont vécu ce voyage-là, sont ressortis avec l'idée de maintenant je vais voyager comme ça, uniquement. Et ils ne sont pas venus pour le côté durable, même c'était un voyage très engagé avec énormément d'impact local au niveau sociologique, au niveau de la faune, la flore, etc., très inclusif. Mais finalement, ça a été la preuve par l'exemple que voyager durable, c'est pas se contraindre, c'est vivre des choses sympas et c'est avoir un impact. Et pas un impact qui va venir flatter l'ego, mais juste une quête de sens. Pourquoi je voyage? Qu'est-ce que je fais dans mon voyage? Et je pense qu'en termes de communication, il faut aller vers ça, vers la quête de sens et l'expérientiel. Oui, finalement, tu rejoins un petit peu ce que nous disait Brice tout à l'heure sur la question des bénéfices qu'on veut apporter à nos interlocuteurs. Et il faut être dans les bénéfices de plus en plus émotionnels. C'est pour ça que le marketing s'est beaucoup humanisé à travers les supports. On ne met plus des grands paysages, mais on met des gens. Parce que finalement, on a envie d'aller vers... Nous sommes des animaux sociaux et on a envie d'aller vers l'autre. Donc ça, c'est en effet un élément important dans cette capacité. On verra après avec l'exemple de Marie qui illustre complètement ça. Il y a quelques années, vous avez fait une charte quand même. C'était ta deuxième question. Pourquoi vous êtes lancé dans une charte? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et qu'est-ce que ça a généré comme échange avec les visiteurs du blog, enfin du site internet, et puis celles et ceux que vous avez rencontrés par la suite? Alors, elle date d'il y a quand même pas mal d'années. C'était au début, le lancement, il y a 10-12 ans, 15 ans même. Un truc comme ça. Once upon a time. L'idée de cette charte, c'était au moment où justement on commençait à pas mal parler de tourisme durable. Et forcément, quand on parle de choses comme ça, comme avec l'écologie, il y a aussi le revers de la médaille où il y a le côté greenwashing, marketing, etc. Et on a eu un peu, je sais pas, à l'époque, cette envie de presque se justifier et d'appuyer nos engagements quotidiens. Des propositions, on en reçoit toutes les semaines. On doit en accepter 1 à 2%. Et parce que c'est nos valeurs intrinsèques. Comme je le disais, le tourisme durable, c'est juste appliquer au voyage nos valeurs du quotidien. Et face à toutes ces démarches de greenwashing, de
faux engagements. On a eu cette envie de montrer qu'on peut faire notre métier tout en étant droit dans ses bottes, engagé. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais en termes de communication. Ça change, ça évolue. On le voit dans les dossiers de presse des régions françaises, des CRT, ADT, etc. Je l'ai remarqué ces 2-3 dernières années, notamment avec le CRT Bretagne qui prend un peu le contre-pied, où avant on avait des belles campagnes de com dans le métro parisien avec des cartes postales, etc. Et le CRT Bretagne, depuis 2 ans, publie des photos, il fait un temps horrible, et il dit voilà, c'est ça la Bretagne. Et finalement, ils poussent les gens à aller, par la communication, à aller au-delà de les belles plages, les criques qu'on connaît, etc. Mais oui, en Bretagne, il fait moche et on ne peut pas aller au-delà. Mais par contre, il y a bien plus à aller chercher. Il y a des rencontres, il y a un savoir-faire, il y a des choses extra. Et je trouve que le CRT le fait très bien. Mais d'autres aussi, je pense à la marque Bassin d'Arcachon qui travaille beaucoup là-dessus, qui valorise ses producteurs locaux, etc., qui créent, qui proposent, même presque à l'image d'une agence de voyage, des circuits et des pistes pour les voyageurs. Oui, je rebondis sur le bassin d'Arcachon qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais leur démarche est très intéressante parce qu'ils étaient au départ sur une stratégie d'attractivité classique avec une marque, venez, etc. Mais vous savez que le bassin d'Arcachon, c'est un milieu naturel hypersensible, menacé par je dirais, le dérèglement climatique, par les activités humaines, par l'installation de population. Et donc, avec les acteurs locaux, ils se sont dit, mais finalement, toute notre démarche va viser à protéger le bassin d'Arcachon. Et ça a été même poussé par les responsables d'agences immobilières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un achète un bien, que ce soit un appartement, une maison, ce que vous voulez, il va être sensibilisé par le vendeur, l'agence, mais le vendeur, si c'est une personne physique ou une personne morale, qui va lui montrer, entre guillemets, l'impact qu'il peut avoir, positif ou négatif, sur le bassin. Et donc, toute l'approche aujourd'hui est complètement tournée vers les visiteurs, mais aussi les habitants, sur préservons cette ressource et soyons tous responsables de cette ressource. Et ils ont un franc succès. C'est ça qui est intéressant. C'est complètement ce que tu dis, c'est qu'il y a un changement de mentalité. On ne leur a pas dit il faut faire du développement durable, mais ensemble, protégeons ce qui fait notre bien commun, finalement, cet espace qui est merveilleux. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, tu as tout à fait raison. Et je pense que ces lieux-là, ils ont été dans les années 60, 70, 80 à fond dans cette idée de développer l'offre touristique, etc. Ils ont fait face aussi à l'afflux de voyageurs, à ne pas pouvoir assumer, à la fois en termes de capacité et puis en termes de soutenance, de soutenabilité sur le territoire. Et aujourd'hui, il y a aussi l'impact du grand site d'Adune du Pilat, je pense, qui travaille aussi avec eux, et des parcs régionaux. Mais il y a cette volonté d'étaler la saison, de ne plus aller sur la saison pleine, où de toute façon, le tourisme en France fait que le juillet-août, ça va être plein dans les régions touristiques, et que la différence économique, parce que malheureusement, c'est un des nerfs de la guerre dans le tourisme, la différence va se faire sur les ailes de saison. Et je pense que beaucoup de sites sensibles l'ont compris aujourd'hui. Tu as raison. Les ailes de saison, c'est un grand classique dans la stratégie touristique. Ça pose quelques problèmes aussi, quelquefois, de la capacité des établissements, qu'ils soient culturels, mais de restauration, d'hébergement, à maintenir finalement leur capacité pleine et entière dans les ailes de saison où, quelquefois, finalement, les personnels temporaires sont repartis. On peut penser aux étudiants ou à des gens qu'on a fait venir, mais qui ne souhaitent pas rester. On va glisser à Marie. Et alors Marie, tu es responsable non pas du réseau des grands gîtes de France, mais des grands sites de France. Et en ce sens, vous avez lancé toute une nouvelle approche de communication qu'on a jugée particulièrement intéressante. Et en plus, il y a un peu de lancement aujourd'hui, j'ai envie de dire. Donc, on est vraiment ravis que tu sois parmi nous pour nous donner une illustration concrète de ces nouvelles approches de communication qui sont à la fois engagées en termes de com, mais aussi engagées en termes d'éco-responsabilité. Je te cède la parole, Marie. Merci. Alors, avant de vous dévoiler notre nouvelle approche de communication, parce qu'effectivement, c'est un lancement aujourd'hui, puisque cette nouvelle approche de communication va vous être présentée pour la première fois, je voulais simplement évoquer quelques points avec vous pour remettre en contexte cette nouvelle approche de la communication, à commencer par qui nous sommes. Le réseau des grands sites de France rassemble des collectivités locales engagées dans la démarche Grands Sites de France. Donc le label Grand Site de France, c'est un label d'État, c'est un label de développement durable qui vient reconnaître la qualité de gestion d'un site protégé, fortement fréquenté. Donc les grands sites de France, ce sont des paysages exceptionnels, ils sont classés pour leur beauté,
pour leur qualité. Ils sont remarquables et très attractifs. Ils attirent un public extrêmement nombreux. Et donc, dès l'origine de la démarche Grand Site de France, la question a été de trouver un moyen pour que ce tourisme ne soit pas prédateur ou destructeur pour l'environnement, pour le cadre de vie des habitants, mais au contraire, pour que ce tourisme participe à un projet de territoire, vienne nourrir une vision partagée de l'avenir pour un territoire. Il y a donc des élus qui ont des bonnes idées, Brice, je te le confirme, et des territoires qui sont fortement engagés. Donc voilà, vraiment, la question, ça a été de trouver ce moyen pour trouver un équilibre entre accueil du plus grand nombre, vie locale, et préservation de la qualité patrimoniale. Pour mettre en œuvre et pour organiser ce tourisme, les Grands Sites de France mettent en œuvre depuis plus de 20 ans une stratégie de la gestion de la fréquentation. Je vous ai dit, là, on est sur des sites qui sont extrêmement fréquentés. Cette stratégie, on en a capitalisé, le réseau des Grands Sites de France a capitalisé ses 20 années d'expertise dans un guide que vous pouvez trouver sur notre site internet et a exprimé une méthodologie en 10 leviers. Et donc la communication est l'un des 10 leviers aussi importants et interdépendants avec la gouvernance partenariale, avec l'observation de la fréquentation, avec la gestion de la circulation, des stationnements, avec la structuration de l'offre touristique, etc. Mais voilà, c'était important, il me semble, de replacer la communication au sein effectivement d'une stratégie qui est bien plus transversale et pluridisciplinaire. Je trouve, excuse-moi, je me permets de t'interrompre, mais oui. Je trouve que le graphique précédent finalement rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, et notamment Brice. On favorisait une découverte apaisée, on pourrait dire que c'est le volet attractivité. Protection, c'est la responsabilité environnementale, et puis l'acceptabilité. On est finalement dans cette triple approche que vous avez, vous, déclinée et affinée. Et je trouve que c'est très inspirant, cette approche, pour celles et ceux qui, évidemment, souhaiteraient s'inspirer de ce que vous faites. Exactement. Et pour s'inspirer, on a sorti un guide qui illustre avec vraiment des exemples concrets sur le terrain. Donc, je vous invite à le consulter si tout ça vous intéresse et qui reprenne bien sûr tous les principes de développement durable. Le label Grand Site de France est un label qui est inscrit au Code de l'environnement, un label de développement durable. Hop. Voilà, donc dans ce contexte-là, la communication Grand Site de France, c'est davantage une communication de sensibilisation. L'idée, c'est de donner les clés des modes de découverte respectueux des sites. Donc, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous présenter différentes actions, mais il y a eu notamment ce film, c'est un clin d'œil à Jules et Marine, puisque c'est Jules qui prend en photo Marine dans le Grand Site de France Camargue Gardoise. C'était un film qu'on a souhaité pour sensibiliser les visiteurs effectivement à venir à la rencontre des acteurs locaux, à venir peut-être hors saison, et voilà toute la nécessité de protéger, de respecter les sites. Donc c'est un film qu'on a réalisé avec Explore le Monde parce qu'on vous a choisi précisément parce que vous partagez nos valeurs, vous expérimentez vous-même le tourisme durable, et c'est pour ça qu'on vous a choisi et que le film est tout à fait réussi, et vous pouvez le trouver sur notre site internet, bien sûr, à la rubrique communication. Mais parfois, les contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux sont un peu différents et appellent d'autres comportements. Je ne sais pas si vous voyez bien le comportement de tous ces visiteurs avec leur téléphone au milieu d'un champ de tournesol en Haute-Provence. Alors, la lavande arrive bientôt, figure-toi, mais je me suis dit, je ne vais pas mettre la lavande 2 fois, on va mettre aussi du jaune. Ça, c'est pas votre communication. C'est hyper innovant. Juste un petit point, et là je lis mes chiffres clés sur les réseaux sociaux. On sait aujourd'hui, ce sont des études qui ont été faites là, ces derniers mois, plus de la moitié des 18-34 ans choisit des destinations découvertes sur les réseaux sociaux. Et pour la moitié des 15-30 ans, les réseaux sociaux constituent la principale source d'information. Donc,
le rôle des réseaux sociaux n'est plus voilà, on le sait. Et le problème, c'est que ça crée des imaginaires de voyage qui sont absolument standardisés, avec des effets néfastes, comme on peut le voir sur cette photo, avec des contenus trompeurs qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui peuvent engendrer des pics de fréquentation et toutes les nuisances qui vont avec, à la fois sur le site, piétinement, dégradation de la biodiversité, mais aussi les nuisances pour la population, les embouteillages, et même bien sûr en fait, la qualité de la visite elle-même. Quelle expérience vit-on quand on est comme ça au milieu d'un champ de tournesol. Donc, beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux se ressemblent. On a vraiment une standardisation de la communication touristique et un mimétisme qui est illustré de manière assez intéressante sur la page Instagram de Insta Repeat et qui, en fait, parfois oriente les pratiques. Là, typiquement, on est sur une mise en danger, tout simplement, mais on peut imaginer plein d'autres exemples qui posent la question, par exemple, du bivouac, du stationnement en site classé et toutes les nuisances possibles. Donc, on a réfléchi. On s'est dit, en effet, les réseaux sociaux ont un impact. Il peut être négatif, comme on peut le voir, mais il peut aussi être positif. Les influenceurs ont un rôle à jouer. Leurs choix éditoriaux peuvent orienter les pratiques. Donc vraiment, on se dit comment aller plus loin, comment passer de la perception d'un monument à voir, à checker sur une liste, à la prise de conscience d'un espace naturel. Comment passer d'un monument, d'un site à checker sur une liste à vraiment un site à vivre, à ressentir, à expérimenter et à respecter, bien sûr. Et donc, on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, et si, pour transformer les comportements des visiteurs, il fallait transformer le comportement des communicants? Pour sensibiliser les visiteurs, sensibilisons les influenceurs. Mais pour sensibiliser les influenceurs, sensibilisons leurs commanditaires. Et c'est ça, voilà, je suis très fière de vous montrer aujourd'hui le guide pratique pour les commanditaires de créateurs de contenu en faveur d'un tourisme durable et de la préservation des paysages d'exception. Donc c'est un guide pratique qui a été réalisé en collaboration avec des agences de communication et avec des créateurs de contenu, et je remercie énormément Marine et Jules pour leur contribution. C'est un travail qui a été réalisé dans le cadre du projet Destination Digitale porté par Atout France et qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion des flux touristiques du gouvernement qui avait été présenté en juin 2023, auquel le réseau des grands sites de France a participé, et dont une action de l'axe 2 consiste à travailler avec les influenceurs. Donc dans ce guide pratique, vous pourrez trouver toutes les informations pour une campagne de communication réussie, engagée, ancrée dans les valeurs du tourisme durable. On a toutes les étapes en fait, d'une collaboration avec un créateur de contenu. Déjà, pourquoi travailler avec un créateur de contenu? Quel objectif se fixer dans le cadre de cette campagne? Comment rédiger un brief, un cahier des charges et puis un contrat par la suite? Comment choisir un créateur de contenu? Voilà, toutes les étapes avec des conseils vraiment très pratiques, notamment sur comment organiser le programme du reportage, comment choisir les activités, les prestataires, etc. Et même des choses très concrètes comme par exemple, donner un maximum de temps aux créateurs de contenu, ça paraît tout bête, mais voilà, une activité maximum par demi-journée et laisser absolument des temps off, ne pas remplir forcément un programme d'un reportage trop lourdement, même si c'est souvent l'habitude qui est faite et j'imagine que vous pouvez en témoigner, mais pour tout simplement que le créateur de contenu puisse prendre le temps d'une immersion dans le site et expérimenter lui-même le slow tourisme. Il pourra d'autant mieux en parler et en inspirer sa communauté.
Il y a aussi des focus sur l'utilisation du drone, sur les questions de bivouac, sur les questions de stationnement en site classé. Donc voilà, ce guide pratique, il est très prochainement à votre disposition sur le site internet du réseau des grands sites de France. Très prochainement, Marie, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans quelques jours. J'ai quelques précisions à apporter sur la version qui sera mise en ligne très vite. Puisque notre objectif, c'est qu'il puisse servir à tous, en fait, aussi bien territoire, office de tourisme, mais aussi agences de communication, entreprises qui sont en lien ou non avec le domaine touristique. Voilà, à partir du moment où vous souhaitez faire un reportage sur les... au sein d'un territoire. Et ce guide, formidable, bravo. Oui, et c'est pas fini. Vraiment, c'est pas c'est fini. Il y en a un autre. Mais il sera disponible en anglais, parce que 100 millions de visiteurs internationaux, on va dire. Bon, des francophones, mais pas que des francophones. Est-ce qu'il va sortir en anglais à un moment? Alors, en anglais, ce que je vous propose de traduire, c'est peut-être ce que je vais vous montrer tout de suite. Même si, en effet, je suis pour. Je suis pour absolument que ce guide pratique soit le plus diffusé possible. Oui, merci pour une présentation. Merci. Voilà. Pour compléter le guide pratique, pour les commanditaires de créateurs de contenu, on a fait un guide d'inspiration pour les créateurs de contenu. Donc, il vient compléter le guide pratique. C'est comme un brief illustré. Vous en avez ici une synthèse. En fait, on a imaginé une version synthétique en poster, bientôt affichée dans tous les bureaux de chargés de communication de France et du monde, puisqu'on va le traduire maintenant dans toutes les langues. Mais on a aussi donc une version d'un document d'une trentaine de pages, un peu plus étayé, où on a un brief photo, un brief vidéo, même un brief légende. Donc vraiment les questions aussi de messages et de mots et de termes à employer. Et un parti pris de valoriser les bonnes pratiques, mais aussi illustrer des contre-exemples. Et c'est ce que je souhaiterais vous montrer maintenant, avec une petite sélection d'exemples et contre-exemples. Voilà, de manière assez logique. Utiliser des images qui font la promotion des modes de transport doux plutôt que des transports polluants, bruyants, qui peuvent gêner à la fois la population locale et la biodiversité. Voilà, on a ici donc à chaque fois, on fonctionne, vous l'avez compris, un peu en do don't, exemple et contre-exemple, et on explique pourquoi. Ici, eh bien, des photos où l'on marche sur les sentiers sécurisés, un petit clin d'œil à Marine qu'on voit ici dans le Grand Site de France, vallée de la Vézère, et non pas se mettre en danger en bord de falaise, comme on peut le montrer la photo du dessous, et qui pourtant est celle qui est souvent prisée sur les réseaux sociaux. Non, là, on va vraiment favoriser de rester sur les sentiers balisés. Bien sûr, on va valoriser les produits locaux, les saveurs du terroir, et non pas des produits industriels suremballés qui n'ont aucun lien avec le territoire et en plus qui peuvent générer des déchets. Peut-être que là, j'enfonce des portes ouvertes, et tant mieux ici, mais voilà, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de contre-exemples, on va dire, qui circulent. On en parlait tout à l'heure, donc là c'est encore une magnifique photo de Jules, toujours en vallée de la Vézère. On voit une image, voilà, comme tu parlais tout à l'heure de la Bretagne. Les paysages sont beaux par tous les temps, donc encourageons effectivement les photos et les commandes de photos, parce qu'encore une fois, les créateurs de contenu font aussi ce qu'on leur commande. Enfin, ça, tu peux peut-être compléter. Ouais, derrière cette image, justement, il y a quelque chose. Pour nous, c'était aussi une opportunité de communication sur voyager hors saison. Parce qu'en plein été, bon, en dehors du côté brouillard très sympa, très photogénique, et puis même à vue, c'est très sympa, qu'on ne peut pas avoir l'été, on a, sur cette descente-là, on a eu l'occasion de rester avec le kayak au milieu avec un chevreuil juste en bord d'eau. On a eu l'occasion d'avoir une descente où on était tout seul, d'avoir un guide qui est resté avec nous, qui nous a expliqué son histoire de la vallée de la Vézère, etc. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir en pleine saison. Et c'est des éléments faciles pour nous à communiquer, pour donner envie de voyager hors saison.
Exactement, merci Jules, tu as tout dit. Donc vraiment de pouvoir avoir des photos de toutes les saisons, pas uniquement toujours l'été, avec des photos qui sont souvent retouchées, avec des couleurs saturées, avec de l'eau et des ciels particulièrement bleus et une végétation particulièrement verte et colorée. Et donc vraiment d'être dans le site au naturel et effectivement aussi le côté hors saison qui va permettre une immersion et une rencontre avec le site et ses acteurs forcément plus qualitative. Puisqu'on parle d'immersion, il est aussi question en fait d'inviter à prendre le temps et d'expérimenter ce tourisme. Oui, prendre le temps. Je prends le temps, j'ai presque terminé. Le contre-exemple, c'est ne pas forcément faire la photo que tout le monde fait, et notamment la photo des phoques en baie de Somme. Il se trouve qu'il y a vraiment des risques très graves pour la biodiversité à faire des photos qu'on a déjà vues et revues et qui mettent en danger la biodiversité. J'ai quasi terminé. Un dernier exemple, les photos qui témoignent de la vie du territoire en cohérence avec la réalité, qui montrent des agriculteurs qui sont en train de travailler. C'est une photo dans laquelle la population locale va se reconnaître. C'est aussi une manière de favoriser l'acceptabilité du tourisme dont on parlait tout à l'heure, et même d'éprouver une certaine fierté de qui l'on est. Et donc la lavande est là. Avec effectivement une photo, donc souvent absolument retouchée, etc., et qui est complètement déconnectée des usages du territoire. Un champ de lavande est une exploitation agricole à respecter. Donc on a plutôt envie du message. Venez rencontrer l'agriculteur samedi à 10h pour qu'il vous explique son métier et son rapport avec le territoire. Voilà. J'en ai fini. Il y a de nombreux autres exemples dans les documents qui sont donc à télécharger sur notre site internet. Et j'ai apporté plusieurs exemplaires du poster à votre disposition. Et tu es présente sur un stand de toute façon pour celles et ceux qui... Exactement, sur le stand F25 dans la salle foyer à côté. Très bien, merci Marie. Alors Jules, tu étais très, très cité d'une certaine manière à travers un certain nombre de visuels, et c'est normal de par le partenariat que vous avez tous les deux. Au-delà de cet exemple de grands sites de France, comme vous avez une vision nationale et internationale, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu souhaiterais partager avec nous sur d'autres expériences qui pourraient inspirer le public ? Ouais, j'ai quelque chose qui ressemble un peu à la politique des grands sites de France. C'est le site archéologique de Teotihuacan au Mexique, dans la banlieue nord de Mexico, qui est un site extrêmement visité, un site aztèque, très très visité, donc tourisme de masse, etc. Mais ce qui se comprend par l'attrait du site. Mais comme les grands sites, l'idée c'est d'aller au-delà de la beauté de la carte postale. Et il y a une petite coopérative juste à côté qui propose, pendant le temps d'une demi-journée, d'aller découvrir la culture aztèque par le biais du pulque. Vous connaissez le mezcal, vous connaissez la tequila, mais vous connaissez pas forcément le pulque, qui est en fait l'alcool ancestral des Aztèques, bien avant le mezcal, etc. Qui pousse sur c'est une agave, un cactus, le cactus maguey, qui pousse dans la région. La sève est prélevée de la même façon que le mezcal, et on vient y fermenter l'aguamiel, ce qui s'appelle l'aguamiel, la sève en fait de la feuille du cactus. Et en fait, pendant toute une demi-journée, on va apprendre à récolter le pulque, on va apprendre comment on le fait fermenter, on va faire un pique-nique traditionnel où on va manger du cactus, on va manger du chocolat aztèque, etc. Et en fait, on va passer ce temps-là. Et ça donne un autre sens à la visite de Teotihuacan, parce que ce qu'on va apprendre de l'histoire, etc., des monuments, des croyances, là, on va aller au-delà, on va aller plus dans l'intime, dans l'expérientiel, comme on disait tout à l'heure. Et je trouve que ça fait le bon parallèle avec ce que vous faites sur les grands sites, où il y a une carte postale, elle existe, elle est là, il ne faut pas le nier. Et c'est une porte d'entrée vers le site, mais qu'il faut aller au-delà et donner du sens à ce voyage. Je fais une toute petite parenthèse sur les réseaux. Tu le disais, les réseaux sociaux. Je pense que presque le pire est à venir. On le voit dans le développement de Meta. L'idée des réseaux sociaux aujourd'hui dans leur développement, c'est de devenir
des moteurs de recherche. Donc, ils se sont adressés aux très jeunes pour l'instant, mais de plus en plus, les fonctionnalités qu'ils développent, etc., vont pousser à ce que les réseaux sociaux soient des moteurs de recherche beaucoup moins complets que peuvent l'être les Google et compagnie, et du coup, vachement plus dans le premier abord, dans le paraître, etc., et que ça va être une démarche du consommateur d'aller au-delà. Et je pense que ça passe, faut faciliter ça en tant que communicant par les contenus qu'on propose. Merci Jules. D'une certaine manière, ce que tu nous dis, c'est que dans ce monde des réseaux sociaux, on est dans le monde de la perception. Les Britanniques ont quelquefois une expression qui consiste à dire perception is reason, c'est-à-dire que la perception, c'est la raison. Et surtout quand ils parlent à des cartésiens comme les Français ou les francophones. Et donc, du coup, c'est vrai que ce monde d'aujourd'hui est fondé sur les perceptions et sur les représentations des acteurs qu'ils ont par rapport à lui. Tu évoquais les réseaux sociaux, leur évolution, l'IA aussi, d'une certaine manière, va aller puiser de plus en plus dans les ressources des territoires. Et en ce sens, la stratégie de Marie et d'autres d'influencer finalement les influenceurs est certainement celle qui peut avoir un effet de levier le plus fort. C'est qu'on ne cherche pas à atteindre tout le monde, on n'aurait pas les moyens, je pense, même tous les acteurs des OGD publics et privés françaises. Mais par contre, influencer celles et ceux qui influencent, montrer qu'on peut montrer d'autres formes de réalité, d'expérience finalement, amener un bénéfice perçu est certainement la meilleure manière de rentrer finalement dans les règles du jeu tout en changeant de l'intérieur les règles du jeu. Est-ce que c'est ça la nouvelle façon de communiquer dans ce monde touristique éco-responsable? Qu'est-ce que tu en penses, Brice? Plein de choses. J'ai combien de temps? 3 minutes. Parce que là, on a inventé la slow conférence. Allez, je partage bien sûr en grande partie ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le slow tourisme, parce que c'est ce dont tu as parlé, Marie, c'est quelque chose qui doit prendre le temps. Et prendre le temps, c'est prendre le temps de découvrir une destination. Et moi, l'antithèse de tout ça, c'est le musée du Louvre. Voilà. Là, on arrive, je le dis, c'est vrai, vous êtes ici, la queue quand on arrive, c'est l'anti-durabilité de tourisme culturel. Et quand je lis que le projet du Louvre, c'est d'accueillir encore plus de visiteurs, je me dis que vraisemblablement, il y a un petit truc qui doit clocher encore dans la stratégie de l'établissement. Je n'ai pas de leçon à donner, bien entendu, mais ça m'amuse de le noter devant vous. Alors, pour moi, aujourd'hui, le vrai enjeu pour les destinations, c'est la question du récit. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Le storytelling. Le storytelling, pendant des années, c'était emmerdant. C'était toujours les mêmes trucs. Encore au lendemain du Covid, l'authenticité, la bienveillance, toujours les mêmes termes, etc. Non, ça, c'est une méthodologie qu'il faut complètement abandonner. Alors, je vais vous donner... J'avais prévu de parler de plein de trucs, mais enfin, visiblement, le temps est un peu réduit. Donc, je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui d'un réseau que je trouve particulièrement passionnant, que personne ne connaît ou très peu d'acteurs connaissent, c'est les petites cités de caractère. Les petites cités de caractère, c'est des cités, des villes qui ont moins de 6000 habitants et qui ont fondé une méthodologie hyper originale, en tout cas en amont. Maintenant, c'est devenu un peu... si j'ose dire, un lieu commun, c'est-à-dire travailler sur le récit avec les habitants. Qu'est-ce que les habitants veulent raconter de leur territoire aux futurs visiteurs? Et c'est remettons de l'humain dans le récit. Et c'est absolument passionnant. C'est-à-dire que au-delà du récit, après, on programme des visites avec les habitants. Donc, ils vont raconter leur patrimoine, alors tous les types de patrimoine, le bâti, le matériel, l'immatériel, le naturel, etc. Et je trouve que la démarche est hyper intéressante parce que c'est une façon de vendre la vie quotidienne, de présenter la vie quotidienne. Et quand une destination, un territoire fait ça, c'est pas aux spécialistes de l'attractivité, cher Vincent qui est à côté de moi, que je l'apprendrai. Quand on a des visiteurs qui sont intéressés par un territoire, forcément, c'est peut-être aussi une façon d'attirer de l'activité économique, des investissements et peut-être aussi de futures populations. Donc ça, c'est le premier exemple. Et sachez que les petites cités de caractère ont développé une stratégie de tourisme durable. Je vous ai mis une petite photo, mais je ne sais pas où la télécommande, donc peu importe. Vous regarderez, on en discutera, si vous voulez, quand on sortira de la salle. Voilà, c'est cette petite photo. C'est une stratégie hyper intéressante. Je ne vais pas vous la présenter parce que sinon, je vais faire taper sur les doigts par Vincent. Mais elle est extrêmement complète et absolument passionnante. Donc ça, c'est le premier exemple. Et pour vous dire surtout que tout ce qu'on dit, ça n'est pas simplement réservé aux Big Five. Vous savez, quand on va en Afrique, alors, la première fois, on cherche à voir les 5
animaux sauvages de la brousse, il faut absolument les voir, sinon on a loupé son séjour. C'est la même chose quand on vient à Paris, qu'on soit provincial ou qu'on soit étranger. Il faut absolument aller voir la Joconde, se prendre en photo et publier ça sur Instagram si on est complètement nul. Il faut sortir complètement de ça. Donc c'est-à-dire qu'on a encore vachement de chemin à faire et il faut s'inspirer notamment de ce que les plus petits territoires, en termes d'imagination, d'initiative, sont capables de donner et sortir un peu de cette logique consumériste habituellement qui est celle à la fois des touristes, mais aussi, et je le dis, du monde de la culture. Je pense qu'on pourra en reparler un tout petit peu ensemble. Le deuxième sujet, le deuxième exemple dont je veux vous parler, c'est ces jolies mains remplies non pas de truffes, mais de charbon. Et ça, c'est une initiative qui a été lancée par Autour du Louvre-Lens, donc au nord de la France, Lens, ville, cité minière, que vous connaissez bien. Forcément, il y a un équipement culturel qui a été imposé par l'État. Et lorsque le musée du Louvre est arrivé là-haut, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va raconter du territoire? Et alors là, c'est une démarche unique, en tout cas à l'époque, puisqu'on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelait les carnets de valeurs de la destination. Et on est allé enquêter auprès de beaucoup d'habitants, de professionnels, sur les valeurs du territoire. Donc on a parlé de solidarité. Les miniers, les mineurs, le monde minier, c'était un monde de solidarité. Et on a travaillé notamment aussi sur la couleur noire. Le noir, c'est le charbon. C'est ce qui fait l'identité de ce territoire depuis plus d'un siècle. Donc c'est-à-dire que tout le processus de storytelling et toute la déclinaison de marketing a été faite autour de cette couleur noire avec un concept, je vous le donne, c'est l'Upper noir, vous devez connaître, un peu comme il y a eu le bleu Yves Klein, là il y a le noir Louvre-Lens, avec une déclinaison de gastronomie, c'est-à-dire on a fait appel à des chefs locaux pour travailler justement sur des plats qui respectent ce code de couleur. On a aussi travaillé sur des balades en vélo, sur les terrils, etc. Donc c'est vraiment un territoire vécu. On sort de l'artifice. Parce que dans le fond, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, la communication pendant des années, ça y est, on me censure. C'est quand même petit. Mais donc on sort de l'artifice et on sort de ces principes de communication qui, pendant des années, ont dominé le monde du tourisme et de la culture, des mots miraculeux et des choses qui étaient, dans le fond, hors sol d'un territoire. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Et puis le troisième exemple, parce que je l'ai vécu la semaine dernière, je trouve que je fais le Tour de France toutes les semaines en TGV, donc j'ai un bon bilan carbone, sinon je sais que Vincent va me taper encore sur les doigts. J'étais par exemple dans les Ardennes. Les Ardennes, c'est pas un territoire qui fait rêver, et c'est très intéressant parce que vous passez la frontière et l'Ardenne belge, c'est une destination touristique extrêmement populaire et qui a une image complètement différente des Ardennes françaises. Et là, à Charleville-Mézières, ville natale de Rimbaud, tout est Rimbaud, mais rien n'est Rimbaud dans le fond à Charleville-Mézières. Les élus pensent qu'ils sont encore animés par la science de l'alexandrin. C'est un peu moins vrai dans les discours. Vous avez une initiative hyper intéressante. Vous avez un festival qui s'appelle le Cabaret Vert. 150 000 festivaliers tous les étés pour voir du rap, plein de trucs. Moi, ils m'ont cité des groupes dont je n'avais jamais entendu parler, mais vous avez là un investissement absolument passionnant qui s'appelle la Macérienne. C'est 30 millions d'euros pour financer un lieu totalement inédit autour des métiers du bois, un pôle touristique, un pôle culturel. Donc, il va y avoir de la communication autour de cela, mais totalement différente. Et c'est ça qui m'intéresse, dans le fond, dans l'appréhension de la communication du territoire. Travaillons les valeurs. Les valeurs, là, c'est l'héritage industriel. C'est travailler sur l'hydroélectricité. Donc là, complètement durabilité. Le photovoltaïque, plus de 1000 m² de panneaux solaires. Donc c'est-à-dire que ce sera un bâtiment autonome, mais qui est dans l'héritage industriel, l'héritage du bâtiment et l'héritage des fonctions. C'est-à-dire on ne ment pas, on ne crée pas un artifice, comme toujours sur les territoires, on va s'imaginer. Non, il faut revendiquer ce que l'on est, ne pas avoir peur de son image, voire un peu même de ses caricatures, et aller jusqu'au bout de cette déclinaison. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est la base de la communication, de la durabilité. C'est ne pas tromper les habitants et c'est surtout ne pas tromper les visiteurs qui, comme vous le savez, méritent qu'on leur dise la vérité.
Merci Brice. Avant qu'on conclue sur cette conférence, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une veut se lancer? Non? Bon. À l'applaudimètre, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que nos intervenants ont été intéressants? Eh bien, donc, je vais les remercier aussi en vos noms. Merci d'abord à vous d'être venus à cette pause, je dirais, déjeuner, la partager avec nous. On s'est nourri l'esprit. Merci à nouveau à Marie, merci à Brice, merci à Jules pour leurs interventions. Ils vont rester là, vous pouvez évidemment échanger avec eux. Merci à Marine qui est en salle, mais qui était de tout cœur avec nous. J'ai eu le plaisir de l'animer. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, il y a pas mal de bonnes pratiques qui sont aujourd'hui mises en place et que la notion des valeurs, plutôt que celle de produits, sont certainement celles sur lesquelles on peut appuyer une communication beaucoup plus éco-responsable. Merci à nouveau et bon système à toutes et à tous. Et on a des guides.